qui s'en va. Voilà. François Coq, membre de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être là. Jérôme Dubus, conseiller La République En Marche de Paris, porte-parole du groupe PPCI, les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Votre dernier livre, Le coup de com' permanent. Et je rappelle que vous avez coordonné le dernier numéro de la revue politique et parlementaire sur les Gilets jaunes, où on retrouve un certain nombre de nos intervenants, dont Alexis Poulain. On a interviewé aussi beaucoup de Gilets jaunes également. Absolument, beaucoup de Gilets jaunes. Alors on va revenir sur pas mal de sujets. Le sujet qui revient dans l'actualité, alourdir la fiscalité des plus riches. Les européennes, les écolos remontent, les écologistes, Europe Écologie Les Verts remontent dans les sondages. Et puis cette affaire du voile chez Etam, on vous en parlait hier, avec la responsable du magasin qui a été suspendue après avoir refusé de recevoir ou de prendre la candidature d'une femme qui se présentait avec un hijab. Dites-nous ce que vous en pensez. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, et puis vous pouvez évidemment nous suivre sur le Facebook Live de l'émission et également réagir sur Twitter et nous appeler 0826 300 300. Et on va commencer avec François. Tiens, un sujet on peut développer plus longuement les sujets. La privatisation d'ADP, d'Aéroports de Paris. Sujet débattu hier à l'Assemblée. On est en pleine actualité avec cette privatisation qui est un pur scandale, puisqu'elle n'a de sens ni d'un point de vue économique et encore moins d'un point de vue stratégique de la place que l'État doit se réserver dans la gestion de nos activités stratégiques. D'un point de vue économique, ce sont 180 millions d'euros par an que l'État récupère. Il ne récupérera pas plus en concédant une concession de 70 ans, ayant cela en tête. Et surtout, nous perdons en grande partie la maîtrise d'un outil stratégique de régulation dans des situations qui peuvent être autres que celles d'aujourd'hui. L'État dit que tout ce qui est régulation Oui, l'État dit ce qu'il veut. Derrière, il pense pouvoir monnayer et discuter avec les uns et les autres. L'expérience des autoroutes nous a prouvé que ce n'était absolument pas le cas, qu'une fois que le bien public est privatisé, ceux qui l'ont ensuite en main font ce qu'ils veulent. Vous avez vu que pour les autoroutes, par exemple, il y a une rentabilité entre 20 et 24% chaque année. C'est plus de 1,5 milliard qui sont donnés aux actionnaires. Et bien là, non seulement on a eu l'expérience des autoroutes, non seulement on a eu l'expérience de l'aéroport de Toulouse qui a été privé lorsque M. Macron était ministre. On a appris cette semaine qu'il y aurait un vice substantiel, c'est les déclarations du rapporteur public sur cette question pour l'attribution de l'appel d'offres. Donc moi je pose la question, M. Macron en la matière, puisqu'il était ministre, est-il incompétent, ou alors est-il un voleur au service de la caste, ou alors est-il cynique au point de vouloir faire la même chose aujourd'hui avec Aéroports de Paris? Vous avez peut-être droit à plusieurs réponses là-dedans. Alors, quelqu'un veut réagir sur c'est vrai que c'est une question, Nicolas Corato. Oui, moi je ne vais pas reprendre les arguments parce que j'y adhère complètement. Moi, j'ai une question. Vous pensez que c'est une connerie, pour parler trivialement? Non seulement, je pense que c'est une erreur politique et économique et stratégique majeure, y compris à l'heure du Grand Paris qui est en panne et qu'on pourrait relancer notamment avec l'aménagement du territoire que permet Aéroport de Paris. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a derrière une affaire d'État en gestation. Moi je vais vous dire, si c'est Vinci qui, au final... devient l'attributaire du marché public d'exploitation d'ADP. Il faudra qu'on nous explique ce qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes et quel a été effectivement l'objectif du gouvernement et de l'État quant à la privatisation d'ADP. Je pense que tous les milieux économiques aujourd'hui et tous les observateurs sont sur la même ligne d'attention. Moi j'ai l'impression que le gouvernement fait une énorme erreur politique avec ce sujet qui est impopulaire au possible et incompréhensible par n'importe quel Français qui s'en occupe et qui s'y intéresse un tout petit peu. Comprendre, oui. Non, je crois qu'il y a beaucoup de procès d'intention dans ce qui vient d'être dit, puisque la loi n'est pas encore votée et on parle déjà de l'attributaire potentiel qui serait une société qui s'appelle Vinci. Voilà, donc tout ça, tout ça n'a pas de sens. On n'en sait rien. La loi n'est pas encore votée et vous êtes déjà à l'attributaire de la concession, ce qui est quand même assez étonnant. J'espère que les parlementaires seront très attentifs aux conditions d'attribution. Tout ça n'a pas de sens. Arrêtons de faire des procès d'intention. Arrêtons de faire des procès d'intention sur cette histoire. Maintenant, on part en Afrique, c'est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec ADP. Je dirais, pour répondre à votre argument, je vous ai écouté. Et je dirais, pour répondre sur l'argument du Grand Paris, l'intérêt de la privatisation. L'argument du Grand Paris, ça n'a strictement rien à voir, puisque l'État
garde la maîtrise du foncier dans cette affaire. L'État reste propriétaire de tout son foncier. Et donne une il ne s'agit pas d'une privatisation, il s'agit d'une concession de 70 ans. Et au bout de 70 ans, mais ça se fait tous les jours, des concessions de 70 ans. Alors aéroports de Paris. Après, est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Je me la pose moi-même. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode, la concession. Moi, j'aurais plutôt aimé, contrairement à ce que vous disiez, pas comme l'aéroport de Toulouse, mais avec des gens très sérieux et avec un cahier des charges bien précis, j'aurais aimé qu'on franchisse le gué. Mais moi, je vais encore plus loin, donc ces messieurs vont hurler. J'aurais préféré qu'on privatise totalement. Voilà, parce que là, on est au milieu du gué. L'État est encore dans le système. C'est du Canada Dry. Hein, l'État est encore dans le système parce que c'est une concession. Au bout de 70 ans, il récupère l'aéroport qui sera vraisemblablement modernisé. Quant à l'argument de la sécurité, il ne tient pas 30 secondes puisque le cahier des charges va être extrêmement précis et que l'attributaire de la concession devra respecter son cahier des charges. Écoutez, il y a un exemple tout près de chez nous, le palais de justice, le nouveau tribunal de justice de Paris. Oui, c'est dans le 17e arrondissement. Oui, qui est un PPL géré par Bouygues, je connais bien, par la société Bouygues. Vous savez qui assure la sécurité et qui assure la sécurité avec un nombre de défauts incommensurables, y compris un demandeur d'asile qui s'est jeté du 3e étage dans le hall. Qui assure la sécurité? Des sociétés privées filiales de Bouygues. Alors je vais vous dire, si dans l'aéroport de Paris demain, on a des sociétés privées qui assurent la sécurité de l'aéroport, je pense que le modèle, c'est celui-là. Non, mais il existe ce modèle. Vous comparez avec le tribunal de grande instance aujourd'hui. C'est le tribunal de justice de Paris. On a privatisé un tribunal en France. Soyons sérieux, rien n'est fait. C'est privatisé. Alors, ne faites pas de procès d'intention. La une du Monde tout à l'heure, privatisation d'ADP, l'embarras du gouvernement. Dossier compliqué. Oui, c'est un dossier compliqué. Mais moi, je ferais crédit à Emmanuel Macron d'être cohérent avec son logiciel politique. En l'occurrence, c'est pas une surprise. Donc là-dessus, on peut pas lui faire de procès. Par contre, en effet, je pense qu'il fait fausse route. Il fait fausse route d'abord vis-à-vis de l'opinion publique, qui, à mon sens, est extrêmement hostile aujourd'hui à la poursuite de ce type de privatisation. Parce que c'est quoi la suite? Ensuite, on va privatiser, on peut privatiser après tout la base de Kourou, le centre spatial guyanais, tant qu'on y est. Je veux dire, on peut poursuivre et aller très loin. Mais encore une fois, c'est pas une privatisation. Non, mais je veux dire, on peut continuer. Non. Je pense, je pense que c'est une erreur stratégique. Donc c'est une erreur vis-à-vis de l'opinion et c'est une erreur stratégique. Mais bon. Mais ça veut dire que l'État, mais c'est quand même un aveu d'échec de l'État. Hier, le Premier ministre qui dit la façon dont fonctionne aujourd'hui l'aéroport de Paris, elle est largement perfectible, la qualité de service, le montant des investissements. Ça veut dire quoi? Que l'État n'est pas capable d'avoir une société compétitive aussi? Non, mais les propos du Premier ministre hier à la tribune de l'Assemblée nationale sont proprement scandaleux. Quel est ce vendeur qui commence par dénigrer le produit qu'il met aujourd'hui sur la table? Quand vous voudrez tuer son chien, le produit n'est pas terrible. Le produit n'est pas terrible, mais écoutez, c'est le numéro 1 mondial du secteur. L'aéroport de Paris est le numéro 1 mondial du secteur. Plus 7,6% en 2017. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Et aujourd'hui, on va réaliser quoi? La plus grande privatisation de l'histoire française, la 3e plus grande privatisation de l'histoire mondiale. On est l'un des pires aéroports du monde en termes de service. En termes de service. C'est vrai, mais pas en termes de rentabilité. Ceci explique peut-être cela. Mais vous attendez une heure pour avoir un taxi, vous êtes maltraité, il n'y a aucune... Ce sera beaucoup mieux avec Vinci. Aucune notion d'accueil. Vous n'avez même pas de liaison entre Orly et Roissy. Vous n'avez même pas de liaison entre Orly et Roissy. Il n'y a même pas de hub entre les deux. C'est quand même hallucinant. On est quand même en 2019. Mais donc, ça on est le seul aéroport européen à ne pas avoir de liaison. On est en train de supprimer en grande partie des gares et des raccordements du Grand Paris qui devaient servir au bénéfice des gens pour mettre en place le Charles de Gaulle Express pour relier moi, je ne parle pas du Charles de Gaulle Express. Beaux quartiers à l'aéroport de Roissy. Vous ne voulez pas me dire que cet aéroport est méprisé. Allez, c'est un coup de gueule en tout cas qui a fait réagir et qui a fait débat. On va s'apaiser un peu avec Arnaud qui nous apporte un livre. Je rappelle que le Salon du Livre va ouvrir bientôt, que les éditeurs sont désespérés. Donc il faut lire. Oui, il faut lire et il faut vraiment lire ce livre. C'est le livre d'un jeune auteur qui est éditeur d'ailleurs aux éditions du Cerf, qui s'appelle Arthur Chevalier et qui vient de publier un Napoléon, son Bonaparte, qui est absolument, et je le dis vraiment sans me payer de mots, qui est tout à fait remarquable. D'abord remarquable par son style et par son écriture. Je dois dire que c'est un style flamboyant, percutant, avec des formules particulièrement heureuses. Et puis ensuite, c'est une étude et une analyse de la construction de la légende de Napoléon. Et comment Napoléon s'est imposé dans l'imaginaire français à travers, finalement, il l'explique de manière remarquable, à travers deux notions. D'abord, Napoléon est quelqu'un qui avait compris l'esprit de son temps. Il a clos la Révolution,
mais il a toujours porté en lui l'esprit de la Révolution. Et ça, c'est quelque chose qui explique particulièrement bien Arthur Chevalier dans son ouvrage. Et ensuite, la seconde partie consacrée à la construction de la postérité de Napoléon est absolument remarquable, où il montre que Napoléon a été acteur de la construction de cette postérité à travers les mémoires de Lascaz, où il explique justement que les mémoires de Lascaz, c'est finalement un roman transformé en archive, comme il le dit, parce que bien évidemment, on voit bien que l'empereur était là pour construire sa propre légende, mais aussi que cet imaginaire a prospéré sur les erreurs de ses successeurs, et notamment des rois qui l'ont succédé. Et je trouve que ce livre est vraiment très intéressant. C'est une belle synthèse sur le mythe napoléonien, et encore une fois, un style remarquable. Donc je le conseille. Napoléon sans Bonaparte, donc aux éditions du Cerf. Arthur Chevalier. Alors, Nicolas, vous, c'est un... Moi, c'est un coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur un peu inédit, parce que j'ai un coup de cœur pour mes enfants. Alors, on en a souvent. C'est bien. J'ai un coup de cœur pour mon fils et ma fille, qui sont respectivement en 4e et en 6e au collège Jacques Decour, et qui m'ont annoncé ce matin que demain, ils feraient grève, pour le climat. Ils me l'ont annoncé en me disant, alors je leur ai dit, mais c'est formidable, bravo, vous en avez discuté. Oui, on en a beaucoup discuté en classe, en groupe. Et d'ailleurs, on va se réunir à l'extérieur du collège pour montrer aux professeurs qu'on fait pas ça pour sécher les cours, mais qu'on est bien là. Alors je leur ai dit, mais vous voulez un mot d'excuse? Ils m'ont dit surtout pas. On ne s'excuse pas quand on défend une noble cause. Voilà, donc je leur donne ce petit coup de cœur. Demain après-midi. Parce que je les trouve courageux, je les trouve intéressants, je trouve qu'ils ringardisent les adultes que nous sommes et le gouvernement qui nous gouverne. Non, mais c'est vrai. Je trouve que leur slogan qui est de dire dans 50 ans vous serez morts mais nous serons peut-être vivants est un slogan qui porte, et je trouve que leur maturité qui consiste à dire que il faut qu'on arrête de les infantiliser en leur expliquant que c'est eux à titre individuel qui sauveront la planète alors que ce sont des décisions collectives et politiques qu'il faut prendre au niveau national et international, est un discours très mature chez ces enfants qui ont entre 11 et 13 ans, et je les encourage tous à suivre cet exemple. Vous voyez qu'ils ont été inspirés par... Je vais les remettre un peu dans le droit chemin. Par Greta Thunberg, la jeune adolescente, donc qui on l'a appris il y a à peine une demi-heure, est proposée pour le prix Nobel de la paix. Voilà. Très bien. Mais moi j'ai lu des papiers où c'est pas si clair que ça quand même. Il y a des gens un peu derrière elle qui voilà. Mais bon, on fait confiance à cette jeunesse. On fait confiance. Il faut qu'ils y aillent. Ils ont tant à nous apprendre, et puis ils sont moins morbides que les gilets jaunes. Allez, on marque une pause. On va revenir avec votre coup de gueule, Jérôme Dubus, qui est un sujet en soi dont on va débattre contre le syndicat national des gynécologues qui veut faire grève des IVG. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Sud Radio vous donne la parole. Exprimez-vous à tout instant. Donnez votre avis sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue. Pourquoi la ménopause changerait-elle les femmes? Manae est la solution d'origine naturelle sans hormones à base d'oméga 3 et vitamines pour se sentir bien. Pour le confort articulaire, Manae plus curcuma. Manae, source naturelle de féminité, en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio. Dans la Haute-Garonne. À Chaumes, sur 98.2. Bonjour à tous les voyageurs. Nous voilà sur la route des séries limitées. Oh, regardez, une fibre starter qui passe. C'est une espèce très rapide à 10 € par mois. Oh, elle s'arrête devant nous. Dépêchez-vous d'en profiter, elle va repartir très vite. Eh ben ça y est, elle est partie. Jusqu'au 18 mars chez SFR, avec la série limitée Starter, la fibre est à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 41 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 29 €. L'instant Darty. Papa, gagner 169 €, ça t'intéresse? Évidemment. Mais il suffit de m'acheter un PC. C'est les Darty Days. Jusqu'au 31 mars, le pack PC portable Asus avec Office 365 personnel est à 499 € au lieu de 668, soit 169 € de remise immédiate. Offre comprenant PC portable Asus Vivo S430, sacoche, souris et Office 365 personnel. Chérie, j'ai trouvé Fiat Panda à 5 990 €. Oh non, c'est chaud. Justement, elle a la clim. Allez, c'est l'occasion à pas rater. Ah non, elle est neuve à 5 990 €. De quoi tu parles? De Fiat Panda Ligue 1 Conforama à 5 990 €. Mais faut pas la rater. Ah, là c'est le but que t'as raté. Vous aussi, soyez Fiat de foot avec Panda Ligue 1 Conforama à partir de 5 990 €. Et en ce moment, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Offre jusqu'au 25 mars sous condition de reprise. Prime à la conversion de 2000 € déduite. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. Sud Radio, le 10h midi avec Valérie Expert, revient dans un instant. À tout de suite. Ouais!
Waouh! Plus de 8 jackpots de plus de 5 000 € sont tombés au Casino de Barbotan. 56 000, 51 000, 29 000 €. Qu'auriez-vous fait avec de telles sommes? Le Casino de Barbotan, avec ses 75 machines à sous, son blackjack et sa roulette électronique, et le poker le week-end. Le bistrot vous accueille tous les jours avec sa formule buffet dès 13,90 € et le Purple Lounge pour vos dîners, concerts et dansants. Plus d'informations au 05 62 08 33 00. Casino de Barbotan, des émotions en grand. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Toyota. Savoir qu'on dit tu quand on s'adresse à un ami et qu'on dit vous à son patron, mais tu à un inconnu dans un bar qu'on connaît pas du tout. Ça, c'est très français. Et vous savez ce qui est très français aussi? La Toyota Yaris, à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Allez, vous tu venez, hein? Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant pour Yaris France 70 VVTI 3 portes neuves en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1 450 € sous condition de reprise plus de 8 ans et déduction de la prime à la conversion de 1 000 €. Voir toyota.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, avec vous pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Coup de gueule de Jérôme Dubus, qui est dont on va débattre, et vous pouvez évidemment réagir contre le SYNGOF, c'est le syndicat des gynécologues, enfin un des syndicats des gynécologues. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. C'est le syndicat des gynécologues et des obstétriciens. Principal français quand même, parce qu'il y a 1600 adhérents, donc ils sont majoritaires dans la profession. Et c'est pas la première fois qu'ils font un communiqué qui est un peu anti-IVG. Alors la première fois, c'était le président qui à l'époque se disait qu'il ne ferait plus d'anti-IVG, le président de ce syndicat, qui avait été condamné d'ailleurs par un certain nombre de membres du syndicat. Bon, passons, parce que c'était une affaire personnelle visiblement, mais là, rebelote. Et ce chantage est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que c'est un mail qui a été envoyé aux adhérents c'est un mail qui a été envoyé d'abord aux adhérents du SYNGOF en leur disant d'être prêts à arrêter les pratiques de l'IVG, donc de ne plus pratiquer d'avortement, pour alerter sur les fonds d'assurance des médecins qui sont jugés trop faibles. Donc quel est le rapport avec la choucroute? Pardon de dire ça comme ça, mais franchement, pourquoi pas arrêter les chimiothérapies, pourquoi pas... Et puis, il y a aussi le fait que ce SYNGOF fait du chantage donc, sur ses membres, en disant, parce qu'il y a 12 membres du SYNGOF qui, visiblement, ont eu des problèmes et ont commis des erreurs médicales. Ah oui, c'est ça. Et il y a un fonds qui, normalement, devrait être mis en place, qui est un fonds qui est entretenu et qui est alimenté par les médecins eux-mêmes, par les praticiens eux-mêmes, qui, en cas d'erreur médicale, couvre, normalement, le patient qui a fait... le médecin qui a fait une erreur médicale. Bon. Et effectivement, dans la loi aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de le faire. Donc ce syndicat, c'est une de leurs revendications. Donc ils portent cette revendication depuis des années. Elle est peut-être légitime, mais on ne prend pas en otage les femmes qui veulent avorter. C'est absolument inacceptable. Et c'est la deuxième fois que ça se produit. Donc ils ont été condamnés très sérieusement et très clairement par l'Ordre des médecins, puisque le Conseil de l'Ordre a mis un communiqué très ferme en disant que c'était absolument inacceptable. Et moi, je crois que dans ce syndicat, il faut quand même faire le ménage. Ouais. D'autant le collège, qui est une société savante des gynécologues et obstétriciens, s'est élevé contre ce. Voilà. Je crois qu'il y a globalement... Le monsieur, il s'appelle Jean Marty, le président du SYNGOF. Moi, je crois que ce président ne peut pas rester. Enfin, c'est aux membres de décider, mais il me semble que ce président ne peut pas rester. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il devrait faire un communiqué d'excuses en disant: on retire ce que nous avons dit parce qu'on ne prend pas ce genre de choses comme un chantage. Et puis troisièmement, moi je constate que dans la société française, il y a systématiquement des remises en cause de cette avancée et de ce droit. C'est systématique. On en va même jusqu'à choisir pour un certain nombre de partis, je note chez les Républicains, une tête de liste qui, tous les ans, depuis une dizaine d'années, manifeste contre l'IVG. Pour être tout à fait juste, il a dit que c'était une opinion personnelle. N'empêche que c'est un homme public. Mais maintenant. Il a dit aussi qu'il n'était pas pour la remise en cause de ce droit des femmes. Tous les ans, depuis 10 ans, il manifeste dans une manifestation qui s'appelle... Oui, mais faites pas de politique. Ne lui faites pas de mauvais procès. Ne faites pas de politique politicienne sur un truc... C'est pas de la politique politicienne. Mais si, sur un sujet aussi grave, de dire qu'il y a Jean Marty, donc, qui est le président du SYNGOF, retenez bien son nom, il dit « Nous savons que l'IVG est un sujet de société très sensible. Nous manions cette menace insupportable pour qu'on nous écoute, sinon la société s'en moque. » Ils ont qu'à lapider des femmes aussi. Enfin, je veux dire, non mais pourquoi pas arrêter les soins aux cancéreux? C'est tout aussi dégueulasse. C'est tout aussi dégueulasse et lamentable.
lamentable. Tout aussi lamentable et tout aussi condamnable. Ce qui est étonnant, c'est que ce syndicat, qui effectivement a l'air très représentatif, a l'air également complètement verrouillé par des médecins dont on comprend en lisant les articles qu'ils n'hésitent pas à faire beaucoup jouer leur clause de conscience en matière d'IVG. C'est quand même très étonnant, ça interroge sur la manière dont ces médecins, ces professionnels sont représentés, et je pense que les gynécologues devraient s'interroger sur leur propre représentation. C'est bien ce que je viens de dire. Effectivement, dans l'histoire de la médecine, il y a une tradition conservatrice et très réactionnaire aussi qui existe. Hein. Ouais. Il faut pas se voiler. Alors le président qui avait déclaré qu'il ne voulait plus faire d'IVG a démissionné. Bon, bah voilà, mais celui-ci visiblement est en train de relancer l'affaire. Leur cause mérite d'être entendue. Sur sûr, quoi ils se battent, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des primes pour les médecins qui sont énormes, des primes d'assurance. Et donc, c'est un vrai sujet. Il y a des condamnations qui peuvent aller jusqu'à 14 millions d'euros pour des médecins qui auraient commis des actes, qui auraient fait des erreurs médicales. Donc, on se retrouve dans des situations comme aux États-Unis. Mais François ne faisons Coq, pas comme s'il n'y avait pas derrière une offensive politique sur la question de l'IVG. Moi, je vous rejoins complètement sur ce point. Celui qui est aujourd'hui l'un des porte-paroles de ce mouvement, c'est le docteur de Rochambeau, qui est celui qui a assimilé, il y a encore quelques semaines, l'IVG à un homicide. Donc, et aujourd'hui, le fait de choisir comme mode d'action de cesser pendant un temps les IVG avec toutes les implications dans le temps que ça peut avoir, on sait ce que cela représente, c'est un signal politique extrêmement fort qui est envoyé, qui doit donc être combattu. Et peut-être que ça serait l'occasion justement que nous nous ressaisissions collectivement de cette question. L'une des propositions qui était celle de la France Insoumise pendant la campagne présidentielle et qui demeure aujourd'hui est celle de la constitutionnalisation de nouveaux droits, et parmi ceux-ci, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Allez, cela étant, juste pour clôturer cette remarque, ça n'empêche pas de réfléchir sur l'évolution de l'IVG en France. C'est-à-dire parce qu'on est quand même le pays européen où il y en a le plus, depuis des années. Et ça pose quand même une question très importante. Pourquoi est-ce que nous sommes le pays européen où il y a le plus d'IVG ? Voilà. Bon, et c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait s'interroger, plutôt que d'essayer de faire des chantages, c'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être qu'une piste de réflexion, ce serait de remettre le budget du planning familial au niveau où il était il y a 1 an et demi. Oui, mais pourquoi pas, ça en fait partie, bien sûr. On se retrouve dans un instant, on va parler du concours Lépine des idées fiscales qui continue avec l'alourdissement de la fiscalité pour les plus riches. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, à tout de suite. Joyeux anniversaire. Mais chérie, c'est pas mon anniversaire. Non, mais c'est l'anniversaire Barjot chez Netto. Il y a des promos complètement dingues. Aujourd'hui, la barquette de 500 grammes de crevettes cuites est à 4,85 €. Netto, le discounter qui fait la différence. Origine Équateur ou Nicaragua, 40 à 60 pièces au kilo, soit 9,70 € le kilo, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. PSG OM. Dimanche 17 mars, ils vont en découdre pour défendre leur maillot. Avec des joueurs qui tricotent mieux que personne. Des ciseaux spectaculaires. Des crochets magnifiques. Des buts sur le fil. Des actions qui déchirent. On parle foot ou couture là ? Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair là, hein. C'est pas clair. Le Classico PSG-OM, c'est dimanche à 21 h en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur canal.fr. Vous souhaitez un enseignement de qualité dans un cadre de rêve au pied des Pyrénées ? Une vie en internat riche et une ambiance familiale ? Le collège lycée Saint-Joseph-Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, vous ouvre ses portes samedi 16 mars. De la 6e à la terminale L, ES, OS, découvrez nos sections VTT, équitation, nos options bac, courses d'orientation, muscu, théâtre ou encore notre section d'anglais intensif jusqu'en première. Et profitez de nos échanges scolaires aux 4 coins du monde. Portes ouvertes samedi 16 mars de 10 h à 17 h. Plus d'infos saintjoseph-naï.com. Véhicule neuf, véhicule d'occasion, offre très performante. Bienvenue chez Debar Automobile. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 20 ans. Rachat de véhicules cash, reprise, financement. On ne va pas chez Debar par hasard. Debar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Du 22 au 24 mars, le Forum Bien-être de Groyer-en-Tarn présente sa 8e édition et vous propose des conférences et spectacles sur le thème de la mort à la vie en passant par notre chemin de vie. Plus d'infos et programmes détaillés sur forumbienêtre-groyer.wordpress.com. Inscription ouverte jusqu'au 16 mars. Sud Radio, le 10h midi avec Valérie Expert, revient dans un instant. À tout de suite.
Pendant les tickets d'or, les magasins U ont toujours des idées croustillantes, comme ce prix bas inratable sur les frites. Yves, du rayon surgelé, nous en dit un peu plus. Si vous achetez 2 sachets Just au four classique ou allumette McCain, le 3e est offert, soit 2,55 € d'économie. Bref, un prix bas inratable qui fait plaisir. Je dirais même qui donne la frite. Enfin, si je peux me permettre. Commerçons autrement. Jusqu'au samedi 16 mars, liste des magasins participants sur magasin-u.com. Offre valable sur un sachet de 910 grammes, soit 1,87 € le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio, parlons vrai. D'accord, pas d'accord, votre avis compte. Prenez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Plusieurs sujets. Vous êtes nombreux à réagir sur cette affaire de voile à Montpellier. Cette femme qui s'est présentée voilée pour obtenir un emploi. Et puis, faut-il alourdir la fiscalité des plus riches? Mais on a quelqu'un qui voulait réagir. C'est Antoine au débat précédent à propos de la menace de suspendre les IVG faites par le Saint-Goff. On vous écoute, Antoine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités. Donc j'appelle non parce que je voudrais pousser un coup de gueule vis-à-vis d'un de vos intervenants dont je n'ai pas retenu le nom, qui s'érige en professeur de morale. D'abord, je crois que c'est la même personne qui fait une intervention pour décerner un bon point à ses enfants et qui conclut son intervention en disant que le mouvement lycéen est beaucoup moins morbide que les gilets jaunes. Donc déjà, je vois chaque fois on égratigne quelqu'un au passage. Ensuite, il fait une deuxième intervention, je pense que c'est la même personne, sur l'IVG. Et là, alors qu'il dénonce quelque chose qui est tout à fait inacceptable, c'est effectivement la position du syndicat, il ne peut pas s'empêcher également d'égratigner Monsieur Bellamy en faisant Jérôme Dubus. Ça, c'était Jérôme Dubus. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Voilà. Mais si c'est pas le même, c'est deux professeurs de morale que vous avez là dans votre studio. Monsieur Bellamy, j'invite ce monsieur à aller regarder sur iTunes les conférences de Monsieur Bellamy et il verra que les propos de Monsieur Bellamy ne se limitent pas à une simple position sur l'IVG. Donc moi, je trouve ça scandaleux à chaque fois de s'ériger en professeur de morale en décernant les bons et les mauvais points. Il y a ceux qui pensent bien, ceux qui pensent juste, ceux qui sont toujours dans la plaque et ceux qui sont toujours caricaturés et disqualifiés. Mais Antoine, vous aurez remarqué que c'est la réaction que j'ai eue face à Jérôme Dubus en lui disant François-Xavier Bellamy Valérie m'a fait la morale. J'ai fait la morale à Jérôme Dubus. Et vous nous faites la morale également, donc la boucle est bouclée, tout va bien. Mais c'est très bien que vous réagissiez, Antoine. Continuez de réagir sur Sud Radio, c'est fait pour ça. Alors, faut-il alourdir la fiscalité des plus riches? Voilà, c'est l'une des propositions qui a émergé à l'issue du grand débat national et les parlementaires, les ministres multiplient des propositions pour imposer davantage les Français aisés et en même temps, le Premier ministre nous dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Arnaud Benedetti, si vous voulez, le problème... Est-ce que c'est une manière de lâcher du lest en disant aux Gilets jaunes les plus riches vont payer? Le problème, c'est que finalement, Emmanuel Macron a une difficulté d'image depuis le début de son mandat dont il n'arrive pas à se départir. Il y a un acte fondateur dans le mandat d'Emmanuel Macron, c'est le démantèlement de l'ISF et dans le même temps, je ne dis pas et en même temps, mais dans le même temps, la hausse de la CSG. Oui. Donc ça pèse aujourd'hui profondément dans le contexte politique, dans le ressenti de la politique d'Emmanuel Macron, dans le fait qu'Emmanuel Macron est assigné finalement à être le président des riches, des hyper privilégiés. Alors, il a quand même donné quelques signaux politiques dans ce sens, très concrets aussi. Donc, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi derrière quand même des éléments qui sont tangibles et réels. Alors ensuite, moi je suis toujours très frappé par l'absence d'imagination des hommes politiques et des technocrates en règle générale, qui consiste finalement à ne trouver d'autres solutions à l'action publique que l'augmentation des impôts. Ça, c'est quand même une donnée de base qui est partagée par l'ensemble des majorités depuis maintenant des décennies et des décennies. On a d'autres solutions que, comme vous l'avez dit, d'inventer un concours, l'épine, de la fiscalité. Je ne suis pas sûr que ça soit en tout cas toujours
d'une manière très appropriée. La réalité, c'est qu'en tout cas, les pistes qui sont, en tout cas, aujourd'hui, plus ou moins proposées par Monsieur Guérini, si j'ai bien compris, c'est des pistes d'augmentation d'impôts sur les droits de succession. Taxer les droits de succession. Alors ça a été, je crains que le gouvernement ouvre un nouveau front qui soit particulièrement aléatoire, dans la mesure où d'abord, je ne sais pas à partir de quelle somme on est riche. Là aussi, il faudra qu'on nous le dise. C'est quand même un premier point, une première question qu'il faut se poser. Et ensuite, la question des droits de succession, je considère que c'est une question qui est en effet extrêmement épineuse et extrêmement dangereuse sur le plan politique. C'est un pas en avant, un pas en arrière sur les frais de succession. C'est un coup oui, un coup non. On va écouter Pierre au 0826 300 300. Bonjour Pierre, on vous écoute. Bonjour. Écoutez, moi je crois que déjà dès le départ, M. Macron a voulu dupliquer ce qui se fait dans le monde des affaires et il a voulu le dupliquer dans le monde politique. Lorsqu'il a annoncé sa candidature, il avait besoin de 6 millions d'euros. Il a bien sûr expliqué que aux gens riches, entre guillemets, ceux qui payaient l'impôt sur la fortune, qu'en leur donnant 7 500 euros, ils pourraient bien sûr être élus. Et à ce moment-là, pendant 2 ans ou 3 ans, il exonérerait ces gens de l'impôt sur la fortune. Et notamment, uniquement ceux qui étaient, bien sûr, qui disposaient de liquidités et non pas ceux qui étaient bien sûr dans l'immobilier entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent dans l'immobilier et qui n'ont pas de ces liquidités-là. Et donc à partir du moment où il s'était engagé à supprimer cet ISF pendant 2 ou 3 ans, évidemment aujourd'hui il est un petit peu coincé puisque d'un côté il est obligé bien sûr de retrouver de l'argent et il essaye de trouver n'importe quelle solution, en l'occurrence là maintenant on est en train de parler des droits de succession et d'augmenter l'ISI parce que quand même il compte aussi augmenter encore l'impôt sur l'immobilier. Donc cet homme-là ne sait pas du tout comment gérer cette situation qu'il a créée lui-même au départ et bien sûr, comme derrière il n'y a pas de spécialistes, on se retrouve dans cette situation-là. Alors moi je vais vous dire une chose, j'ai payé l'impôt sur la fortune pendant quelques années et bien sûr, à force de tirer sur la vache à lait, moi j'ai fini par arrêter d'investir. J'ai préféré bien sûr donner à mes enfants un maximum de choses pour ne plus payer cet ISF parce que j'en avais ras-le-bol de continuer à chaque année quelque part nous ponctionner ce travail que l'on a fait parce que bien sûr moi je n'étais pas né comme il dit lui aussi avec une cuillère en argent mais lorsqu'on a travaillé on a la moindre des choses c'est qu'on se fait imposer, c'est une chose, mais qu'après qu'on passe à des surtout lorsque ces sommes-là sont mal réinvesties, c'est-à-dire qu'on voit, nous en tant que personnes qui connaissent la valeur de l'argent, quand on voit cet argent complètement dilapidé par nos gouvernements successifs, évidemment qu'à un moment donné, on arrête. Alors moi, bien sûr, on vous entend, Pierre. C'est un peu le fond aussi des Gilets jaunes, c'est de dire on gagne pas, on n'arrive pas à boucler nos fins de mois et en plus on voit pas le retour que la société nous donne sur nos impôts. François Coq, vous en pensez quoi de ces propositions? C'est mercredi, hier, au cours de la conférence nationale thématique sur la fiscalité qui s'est déroulée au ministère des Finances, qu'il y a un certain nombre d'idées comme celle-là qui ont été émises. La CFDT a rappelé qu'elle voulait un impôt sur le revenu plus progressif en créant une nouvelle tranche au-delà des 45%. Bon, la première chose, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir et on est en train de nous amuser avec cette question de gens qui sont bien peu crédibles pour nous dire qu'ils veulent désormais augmenter la fiscalité des plus riches. Nous sommes dans un calendrier qui est aujourd'hui la fin du grand débat qui a été initié par M. Macron. 2 questions sont sur la table. La question sociale et fiscale et d'un autre côté, la question démocratique. Aujourd'hui, des Géo trouvent tout. De La République En Marche, M. Guérini ce week-end, d'autres hier, nous balancent des idées comme ça, sans fondement, dont on ne sait pas sur quoi elles déboucheront, sans doute sur pas grand-chose, pour éviter d'avoir à se saisir de la question qui elle est réellement transversale, qui est la question la question démocratique, de savoir qui décide, pas simplement de savoir qui peut parler, qui peut discuter entre soi, de savoir qui au final décide. Et ça, je note que cette question est balayée aujourd'hui d'un revers de la main. La République En Marche dit pas de RIC, le gouvernement dit et Édouard Philippe pas de RIC. Autrement dit, on se reconcentre sur cette question fiscale et sur cette question sociale. Et là, je le dis, celles et ceux qui sont bien peu crédibles pour le faire, après avoir mis en place l'exit tax, la flat tax, la fin de l'ISF, aujourd'hui sortent de belles idées qui auront au final bien peu de déclinaison demain. Oui. Bon, plusieurs choses. Première chose sur ce grand débat. La contribution de La République En Marche, elle est l'émanation d'un certain nombre de consultations qui ont été faites auprès des adhérents de La République En Marche. Il y a eu à peu près 100 000 contributions. Donc ce ne sont pas des Géo trouvent tout, ou alors vous
vous les considérez comme des géotrouve-tout, et ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais il y a une vraie consultation de la base. Mais à quoi ça sert de sortir des trucs comme ça tous les jours? J'aurais bien aimé que les autres partis soient capables de le faire également, parce que 100 000 contributions d'un certain nombre de militants et d'adhérents de La République En Marche, c'est pas négligeable. Deuxièmement, sur cette affaire d'ISF, moi je me souviens du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Quand il avait mis en place le bouclier fiscal. Immédiatement, les professeurs de morale, pour reprendre une ou deux fiscalité, ou les deux, nous avaient dit « c'est le président des riches ». C'est le président des riches. Total, en 10 ans... Ça lui a collé à la peau durant tout le mandat. Total, en 10 ans, sauf que la vérité des chiffres, c'est quoi? En 10 ans, quinquennat de Nicolas Sarkozy, plus quinquennat de François Hollande, 355 milliards d'euros de prélèvements obligatoires d'augmentation. Bon. Alors, est-ce qu'on est sérieux ou pas? On est le recordman aujourd'hui des prélèvements obligatoires en Europe, avec à peu près 46%, ce qui veut dire que la moitié de la richesse française part en prélèvements obligatoires. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Troisièmement, l'affaire de l'ISF. Essayons d'avoir un raisonnement un petit peu moins affectif que celui que nous avons aujourd'hui. Là, c'est pas l'ISF, on parle pas de l'ISF, on parle d'une tranche. Oui, mais là, on parle d'une tranche d'impôt supplémentaire. L'ISF, c'était une revendication des Gilets jaunes au démarrage, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, je l'entends beaucoup moins. Bien, et d'un certain nombre de partis politiques. Mais c'est majoritaire dans l'opinion publique. L'ISF, oui, mais peut-être. Mais l'ISF, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? C'est quand même, on a le droit aussi de faire du benchmarking avec les autres pays, puisqu'on est concurrent et que notre compétitivité dépend aussi des autres pays. Bon. Il y a un pays en Europe qui a maintenu l'ISF, c'est le Danemark. Même la Suède a supprimé l'ISF. Comment? D'abord par une baisse des dépenses publiques. D'accord, mais quand on n'aura jamais compris, quand on n'aura pas compris... Mais il n'y a pas eu de baisse des dépenses publiques. Il n'y a pas eu de baisse des dépenses publiques, c'est ça le truc. Je peux terminer. Allez-y. Mais oui, mais c'est pas le sujet. Mais quand on n'aura pas compris dans ce pays qu'il faut d'abord baisser la dépense publique et faire un vrai travail. Et c'est pas ce qui a été fait. Mais ça n'a pas été fait. Commencé par enlever les recettes. Et à partir de la baisse des dépenses publiques, on pourra baisser les prélèvements obligatoires. On n'aura rien compris. C'est tout. Voilà. Toutes les autres. Non, mais pour compléter ce que vous dites, Valéry Giscard d'Estaing le disait dans les années 70, je crois qu'il disait à partir du moment où on a atteint 41 ou 42% de pourcentage de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, on est déjà rentré dans une économie qu'il qualifiait de socialiste. Donc c'est un très vieux débat. C'est un très vieux débat et je partage votre opinion, sauf que sur la question de la dépense publique, aujourd'hui, force est de constater que depuis 18 mois, vous n'avez pas engagé le moindre reflux sur la question de la dépense publique. Donc vous êtes en contradiction par rapport à vos propres engagements. 15 milliards en 2019. C'est la réalité. 15 milliards prévus en 2019. Mais qui ne correspond pas à ce que vous avez enlevé en termes de recettes, c'est-à-dire que vous avez creusé le trou. Enfin, on est dans une impasse budgétaire majeure dans ce quinquennat. Le déficit budgétaire a été inférieur à 3% pour la première fois depuis 15 ans en 2018 et il le sera aussi en 2017. Ce qui est drôle, c'est que vous essayez d'être rationnel sur ce sujet alors qu'on est dans un exercice de pure communication. Non, on n'est pas dans un exercice de pure communication. On est dans l'affectif. Mais comment faire payer les riches? Vous avez un parti, La République En Marche, qui a un casus belli de son président de la République qui dit « Je ne toucherai pas pour des questions d'image de mon quinquennat à la suppression ou au démantèlement de l'ISF ». Hors de question de mettre ce sujet sur la table. Donc tout le monde cherche autour des sujets qui pourraient permettre à cette majorité et à ce président de casser effectivement cette image de président des riches ou des très riches. Et donc effectivement ce concours l'épine complètement irrationnel qui ne ressemble à rien, qui n'a aucune valeur effectivement technique ou budgétaire, qui ne rajoute que du bazar au bazar. Et au final, quand même, on se pose la question de savoir si ce gouvernement a une vraie politique budgétaire, a une vraie trajectoire budgétaire, et où est-ce qu'il nous emmène? Ce que disait François Coq, c'est-à-dire qu'un coup par-ci, un coup par-là, on a un ministre, un député, des députés maintenant qui font des sorties. Et là, je vois hier... Ils ont le droit de faire des sorties, attendez, on est quand même en démocratie. Mais qui décide? Même Stanislas Guerini qui lance la semaine dernière, on va taxer l'héritage. C'est ce qui est remonté de la contribution des militants. Il faut quand même aussi respecter un peu la démocratie militante. Oui, mais là, on voit des choses de Secours catholique qui veut, par exemple, une super TVA à 33% sur les produits de luxe. Mais ça, c'est le grand débat public. Chacun avait le droit de s'exprimer. C'était très bien. Il y a
vraisemblablement la volonté de la République En Marche. Alors, il y a deux solutions. Soit ce sont des sondes, et ce qui est déjà arrivé, c'est-à-dire que le parti majoritaire envoie des sondes pour voir comment ça prend dans l'opinion publique. Et on peut penser que les déclarations de Stanislas Guerini peut-être obéissaient à cette stratégie. Puis deuxièmement, ça montre aussi que la République En Marche est un parti qui débat. On a reproché notamment à la République En Marche et à la majorité d'être une majorité homogène, verticale, managée par un président qui fait tout, qui dit tout. Donc il y a aussi la volonté vraisemblablement de montrer que le débat national qu'a offert sous la contrainte le président de la République aux Français, c'est un débat aussi qui quelque part saisit la République En Marche. Il y a aussi certainement une volonté de transformer l'image de la majorité à travers cette prise de position. C'était la volonté des adhérents de participer, comme les autres partis y avaient été appelés d'ailleurs au démarrage. Certains n'ont pas voulu, je pense à la France Insoumise, y participer, c'est leur droit. Le Rassemblement national n'a pas voulu non plus participer au grand débat national, c'était leur droit. Mais la République En Marche s'en est saisie dès le départ. On ne va pas reprocher aujourd'hui à la République En Marche de participer au débat, alors qu'effectivement, il y a beaucoup d'adhérents et beaucoup de militants qui se sont manifestés. On a des gens qui nous disent on approche des européennes et comme ils savent qu'ils sont très impopulaires, ils essayent de récupérer des voix. Un jour, c'est la revalorisation des petites retraites, un jour, c'est l'augmentation des impôts. Et oui, parce que la question, c'est la question du rendu du grand débat national. Moi, je lisais encore ce matin que celles et ceux qui sont les garants, et pourtant ils sont bien peu impartiaux, à mon sens, du grand débat national, disaient que justement, les conditions du rendu, de la restitution et des conclusions qui pouvaient en être tirées n'étaient pas garanties. Donc ce grand débat, c'était juste un exercice de parlotte. À partir du moment où la décision, au final, appartient à M. Macron, qui l'a revendiqué en tant que tel le 26 janvier lors d'une des réunions publiques qu'il a organisées dans la Drôme, tout cela était beaucoup de cinéma. Mais pour revenir sur ce sujet de la fiscalité, la vraie question, c'est qu'est-ce qui restera au final de cet exercice où tout le monde présente sa petite idée. Il y a 48 heures, il vous a pas échappé qu'il y a aussi eu une proposition sur la fiscalité des entreprises. Et d'un côté, on nous disait du côté LREM et du côté du gouvernement qu'on envisageait de baisser la fiscalité sur la production des entreprises, mais que dans le même temps, on baisserait aussi les aides publiques données aux entreprises. Autrement dit, c'est un jeu de vase communicant qui apparaît très certainement à son menu. Non, mais il y a quand même la volonté, vraisemblablement de la part d'Emmanuel Macron et de la République En Marche, de faire durer le grand débat jusqu'à l'élection européenne. Parce que je rappelle, on nous avait dit le grand débat s'arrête le 15 mars. On nous dit que maintenant il va se prolonger. La stratégie, pas sur les contributions. Oui, mais en fait, plus personne n'y comprend rien. Attendez, mais plus personne n'y comprend rien. C'est devenu une usine à gage à laquelle plus personne ne comprend rien. Peut-être les adhérents de la République En Marche. Je peux vous dire que la majorité des Français avec lesquels je discute, ils n'y comprennent rien. Mais ils n'y comprennent rien. Mais par contre, il y a eu 1,5 million de contributions. Mais non, il y a 160 000. Il y a eu 160 000 participants au grand débat. 1,5 million de contributions. Il faut arrêter de dire que c'est un succès. 10 000 réunions publiques. Mais non, juste un dernier point. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver jusqu'aux élections européennes et d'arriver en tête aux élections européennes pour se relégitimer politiquement. Voilà sa stratégie politique. Et ça n'a rien à voir avec le grand débat. On va se retrouver dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio, avec vous jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Intermarché vous propose d'écouter des supporters. Accordez-vous Devenez un vrai supporter de l'équipe de France. Cette semaine, jouez et tentez de gagner un maillot 2 étoiles dédicacé par les champions du monde. Les 50 ans d'Intermarché, c'est toute l'année dans votre magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 17 mars, dès 25 € d'achat, modalité complète et magasins participants sur intermarché.com. Chérie, j'ai trouvé Fiat Panda à 5 990 €. Oh non, c'est chaud. Justement, elle a la clim. Allez, c'est l'occasion à pas rater. Ah non, elle est neuve à 5 990 €. De quoi tu parles? De Fiat Panda Ligue 1 Conforama à 5 990 €. Mais faut pas la rater. Ah, là c'est le but que t'as raté. Vous aussi, soyez Fiat de foot avec Panda Ligue 1 Conforama à partir de 5 990 €. Et en ce moment, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Offre jusqu'au 25 mars sous condition de reprise. Prime à la conversion de 2 000 € déduite. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. Sud Radio. En Dordogne. À Sarlat. Sur 107.1. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, on se retrouve dimanche matin sur Sud Radio, même très au Sud Radio, puisque je serai aux rencontres gastronomiques franco-marocaines d'Agadir, au Maroc bien sûr,
pour la clôture du festival. Alors, Agadir sera le lieu de rencontre des grands chefs marocains et français, sous le parrainage de l'acteur Bruno Solo, qui, on m'a dit, va faire aussi un petit peu la cuisine. Et on va parler pastilla, tagine, couscous, plus largement, les liens de cœur et de goût qui unissent les gastronomies marocaines et françaises. Allez, comme on dit la MAPS, la main, et on se retrouve dimanche matin, place du marché. Sud Radio, place du marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Chez Poltron et Sofa, nos canapés sont bien plus que des canapés. Nos tissus somptueux sont bien plus que des tissus. Et nos promotions sont bien plus que des promotions. Parce que ce sont des promotions Poltron et Sofa. En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est bien plus que moitié prix. Profitez de 70% de remise sur la nouvelle collection printemps. Et vous pouvez régler en 24 mois sans frais. Trouvez les magasins ouverts ce dimanche sur poltronetsofa.com. Poltron et Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Marre de vos pubs. Si ça marchait, vous n'auriez pas besoin de faire de la pub. Détrompez-vous madame, ça marche. Plus de 200 000 personnes ont déjà perdu du poids avec Comme J'aime. Et d'ailleurs, tous les témoins que vous voyez dans nos pubs sont de vrais clients. Ouais, moi je suis comme Saint-Thomas, hein. Je ne crois que ce que je vois. Vous avez bien raison madame, le mieux c'est quand même d'essayer. Vous pouvez tester gratuitement pendant 1 semaine. Je vous envoie un colis ? Gratuitement ? Ah bah oui. Appelez le 0800 226 226. 0800 226 226. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. C'est la folie ici pendant les Besson Days. Tu me prends en photo à côté de la super promo sur les escarpins? Ou ici avec le super bon plan sneakers? T'es parfaite. Et je la partage tout de suite. Hashtag mon plaisir Besson. Jusqu'au 26 mars, remise en caisse sur les produits signalés. Voir conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff et vous êtes nombreux à réagir sur ce sujet que nous avons évoqué hier à propos de cette jeune femme qui s'est présentée dans un magasin Etam pour chercher du travail. Elle était voilée, elle s'est fait renvoyer d'une certaine manière par la responsable de la boutique. Elle aurait repoussé sa candidature parce qu'elle était voilée. Écoutez ce message que la jeune femme voilée a posté sur Internet et qui a été vu déjà plus de 150 millions de fois, près de 200 000 fois. C'est difficile de vivre en France, de vivre, étudier, travailler avec un voile. Moi, je suis à la recherche d'un travail et comme j'ai des expériences dans la vente, je cherche dans des magasins. C'est juste un CDD ce que je veux. Je suis rentrée dans un magasin pour déposer mon CV, ma lettre de motivation. J'ai rentré souriante, etc. J'ai parlé avec la dame, c'était la responsable. La responsable était souriante au début, etc. Bon, bref. Et là, j'ai dit, je suis à la recherche d'un travail, j'aimerais déposer mon CV, ma lettre de motivation, si c'est possible. Et là, elle me regarde et me dit, non mais c'est une blague, j'espère que vous n'êtes pas sérieuse. Vous êtes voilée et vous me demandez un travail. En plus, ça fait même pas 2 jours, c'était la journée de la femme. Bon, voilà. Donc, réaction sur les réseaux sociaux, réaction d'Etam qui a suspendu la responsable du magasin avec des pressions sur Internet, de menaces de boycott, de boycott du magasin. Donc, les magasins aujourd'hui, et les chefs d'entreprise sont coincés avec cette histoire. Il y a 2 choses. Il y a d'abord le recrutement. Effectivement, il n'y a pas à y avoir de discrimination à l'embauche. Ça, c'est assez clair pour tout le monde. Et puis après, la loi El Khomri n'a pas voulu, en 2016, trancher cette affaire de responsabilité, de neutralité religieuse dans l'entreprise. Et donc, ça relève de chaque règlement intérieur de l'entreprise. Ouais, de l'entreprise. Donc, je ne sais pas quel est le règlement intérieur d'Etam. Etam a fait un communiqué de presse où il rappelle son règlement intérieur qui, effectivement... interdit entre guillemets le donc board. pourquoi avoir suspendu cette Non, responsable? le règlement intérieur d'Etam, c'est pas ça. Le règlement intérieur d'Etam, il prévoit qu'à l'intérieur de l'entreprise, comme un certain nombre d'autres entreprises, il n'y ait pas de contact dans un emploi avec lequel vous avez des contacts avec le public, qu'il n'y ait pas de signes ostentatoires religieux. Voilà. Donc moi je ne sais pas si c'est ça qui a déterminé la personne qui a refusé de recevoir ce CV ou cette jeune fille. Si c'est ça, ça va être compliqué de dire qu'aujourd'hui, le règlement intérieur n'est pas discriminatoire à l'embauche. Voilà, c'est très très compliqué. Ouais. Alors que dans la fonction publique, la règle est très claire. Ouais.
Olivier est en ligne avec nous. Vous vouliez réagir? Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Très simplement, en fait, moi je suis pas pour le voile. Par contre, je suis pour qu'on l'autorise. C'est-à-dire que en plus, j'ai de la chance, je suis algéro-limousin, donc je suis de père musulman et de mère catho, ce qui fait de moi un bon agnostique. Mais je vais préciser, c'est-à-dire que je pense que c'est aux femmes musulmanes de s'émanciper du voile. Par contre, je pense que refuser quelqu'un parce qu'il porte le voile, déjà c'est illégal. Et ensuite, je pense que c'est une démarche politique qui pousse à la radicalisation. C'est-à-dire qu'on sait très très bien dire à l'embauche aujourd'hui, vous n'avez pas été retenu parce qu'on a trouvé mieux que vous, parce que quelqu'un était plus performant à l'entretien. Ça arrive tous les jours. On trouve le moyen de ne pas heurter les gens, d'une part. Ensuite, elle prend un risque quand elle se pointe voilée, on est d'accord, mais c'est son choix, elle a le droit de le faire, il faut le respecter. Et à partir de là, à un moment donné, même si on est contre le voile, on n'a pas à le dire. C'est une démarche politique. C'est-à-dire que refuser la religion dans l'entreprise avec un motif politique, c'est faire exactement ce qu'on reproche à l'autre. Voilà. Donc moi, je suis contre la démarche. Je pense que, encore une fois, et puis je vais le dire aussi parce que c'est dommage que toutes les radios s'emparent de ce genre de trucs, comme le hijab pour Nike, à l'aube des européennes, quand Macron est en train de se poser en rempart contre l'islamisme. Ce que je trouve débile aussi, enfin bon, c'est pas grave, mais c'est jouer le jeu de Le Pen. Et je pense qu'à chaque fois qu'on fait de ces incidents un débat national, on alimente l'extrême droite. Et ça, je pense que même à Sud Radio, vous devriez y réfléchir, même si je trouve que tous les débats sont bons. Je pense que vous devriez y réfléchir dans la façon finalement dont vous posez les débats. Ça ne mérite pas un grand débat, quoi. Vous voyez, à un moment donné, c'est stigmatiser et radicaliser les gens. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné encore, il va y avoir ce débat tout autour, tout un foin autour, et les gens qui sont radicalisés, qui sont pas forcément en plus pertinents, parce que les gens les plus radicalisés sont pas pertinents en islam. Ces gens-là, à un moment donné, ils vont se saisir de ça. Ils vont se saisir de ça pour dire voilà, et je trouve ça hyper maladroit en fait. Ça s'entend, ce que vous dites, votre point de vue s'entend, d'autant que la jeune femme en question avait posté sur son Facebook « On va bien rigoler ce matin ». Donc il y a de la provoque aussi, et finalement, vous avez certainement raison, on tombe dans la provoque. François Coq. Non, moi je suis assez d'accord avec cette intervention. Cette situation n'est pas si compliquée que cela, tout simplement parce que dans notre pays, il y a le cadre de la loi qui s'applique, et à partir du moment où il y a une discrimination... Elle est extrêmement compliquée en entreprise. Elle est extrêmement compliquée en entreprise. De fait, là, il semblerait qu'il y ait une situation de discrimination qui est avérée, puisque l'entreprise elle-même a commencé déjà à sanctionner sa salariée, et donc cette personne qui en a été victime, cette personne qui en a sous le poids de la pression des réseaux sociaux, mais à partir du moment où les plaintes sont déposées et que la loi agit, et que les acteurs publics sont là pour rappeler que la loi doit agir en toutes circonstances, eh bien, je crois que nous avons une bonne façon de faire les choses qui va et qui est bien meilleure que l'instrumentalisation politique que certains veulent en faire de tous bords, que ce soit celles et ceux qui aujourd'hui font tout un foin de cette histoire, ou que ce soit des responsables politiques qui demain vont venir essayer d'en tirer parti pour récupérer des bulletins de vote. Vous savez, les anciens dirigeants de la HALD, quels qu'ils aient été, nous ont raconté à chaque fois qu'on a fait des émissions sur le sujet la difficulté, le côté indémerdable, pardon du mot, des entreprises quand ils se retrouvent avec ce cas dans les entreprises, parce qu'il y a la loi, sauf que... non, mais la loi El Khomri n'a pas voulu trancher. C'est bien tout le problème, c'est qu'on relève le règlement intérieur de chaque entreprise. Il y a deux sujets. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, parce qu'il y a eu un vrai travail dans les entreprises, on a des règlements intérieurs qui fonctionnent, et d'ailleurs, on a très très peu de procédures de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui se retrouveraient mises en cause par rapport au port du voile, parce que c'est réglementé, que d'une certaine manière, les cartes aujourd'hui, en tout cas dans les grandes entreprises, le boulot a été fait. Il y a l'autre aspect qui est effectivement la lutte contre les discriminations. Vous parliez de la HALD, et là, effectivement, on se retrouve peut-être dans le cas de cette responsable de magasin qui a été imprudente, maladroite, certainement dans une situation d'illégalité, certainement mal formée par rapport à ce qu'on répond. L'autre, elle raconte ce qu'elle veut aussi. Oui, mais là, ça ne relève pas du règlement intérieur, cette situation telle qu'elle est présentée là. Non. Pour le coup, c'est juste à la loi de s'appliquer. Si elle lui dit. Non, je suis désolé, le règlement intérieur lui-même... Ça n'est pas à elle de dire... Elle n'était pas encore dans l'entreprise, elle n'était pas salariée de l'entreprise. Oui, mais si on vient se présenter pour un poste de vendeuse, et que dans le règlement intérieur, il est stipulé qu'on ne peut pas être voilé quand on est vendeuse... C'est pour ça qu'il faudrait entendre la salariée qui l'a reçue, ça serait très intéressant d'avoir son... Non, mais la réalité, c'est qu'on tombe dans un piège. On tombe dans un piège. Il faut pas être naïf. D'ailleurs, la façon dont cette dame a posté sa vidéo sur
sur les réseaux sociaux montre très clairement qu'elle a tendu un piège qui est assez explicite à l'enseigne, en l'occurrence, pour montrer que de toute façon, porter le voile aujourd'hui dans une société comme la société française tendait à vous faire stigmatiser. Donc, de ce point de vue, elle a réussi son objectif et donc elle a voulu démontrer que finalement les femmes qui, d'une manière libre, en tout cas entre guillemets, souhaitaient, je veux dire, se couvrir la tête, étaient stigmatisées dans la société française. Donc là-dessus, on est perdant. Ensuite, je suis assez d'accord avec votre auditeur. Oui, il a explicitement dit finalement les contradictions dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est-à-dire qu'en effet, nous devons combattre quand même, parce qu'il y a un islam politique qui se manifeste de manière assez radicale dans l'espace public. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, mais que nous devons faire extrêmement attention à la façon dont nous le traitons ensuite dans le débat public pour ne pas donner des tribunes supplémentaires aux gens qui justement veulent promouvoir cet islam politique. Absolument. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres infos. À demain.